Notre exploration de la méditation de pleine conscience a déjà bien commencé avec une première expérience pratique. Regardons maintenant ces attitudes fondamentales. Il y a celle du corps. Nous nous souvenons de notre position bien assise, le dos droit, mais sans tension excessive. Pareillement, les yeux fermés ou mi-clos, moins pour échapper à notre environnement que pour mieux donner notre attention à notre respiration et à tout notre monde intérieur. Passons justement maintenant à ces attitudes de l'esprit. 4 sont particulièrement importantes et s'énoncent comme des renoncements. Renoncement à juger, ou du moins à suivre nos jugements, y compris sur ce qui se passe en nous, ou même sur notre réussite ou nos difficultés à faire les exercices. Je m'abstiens de juger. Deuxième renoncement, je renonce à filtrer ou à choisir. Dit positivement, cela signifie tout accueillir, se faire toute disponibilité à ce qui vient ou survient. Troisième attitude, renoncer à agripper, à retenir à soi, notamment ce qui est agréable. Pourquoi? Pour mieux accueillir ce qui est là au présent, dans cet instant présent, sans rester comme attaché au passé et aux bons souvenirs. On le voit, c'est le rapport au temps qui est impliqué ici et le choix du présent. La quatrième attitude protège elle aussi l'instant présent, mais contre nos projections dans le futur. On renonce cette fois à attendre, toujours pour être là, totalement présent à ce qui advient en cet instant unique du présent. On pourrait encore ajouter d'autres attitudes, comme l'attitude de l'éternel débutant, très importante en méditation, de celui qui ne s'étonne pas de ne pas réussir ce qu'il avait prévu et qui le constate sans dépit ni colère envers lui-même. La méditation appelle à un certain désarmement envers soi-même, à une bienveillance universelle et qui commence envers soi. Mais justement, cette méditation de pleine conscience n'est-il pas le temps d'en proposer une définition? Quelle est-elle? On peut la définir comme une pure attention au présent, une présence à ce qui se présente et uniquement à ce qui se présente, mais aussi à tout ce qui se présente. En ce sens, elle est un acte et un acte d'attention. Comme une telle attention n'a rien d'évident, il est nécessaire de s'y exercer, de la travailler et pour cela de disposer d'une méthode. Et voilà la seconde signification de la méditation de pleine conscience. Elle est un entraînement, une méthode, un ensemble de techniques ou d'outils pour exercer cette pleine attention à soi et à son environnement. Quand la pratique a peu à peu forgé une facilité à méditer, un savoir-faire maîtrisé, alors la méditation devient un art de vivre, ou mieux, une vertu au sens d'une habitude prise qui nous permet facilement de méditer. Je récapitule. Derrière cette expression de méditation de pleine conscience, on désigne à la fois un acte qui est fondamentalement une attention donnée à ce qui est là présent. Deuxièmement, on désigne aussi la méthode qui permet de pratiquer de plus en plus facilement dans cette attention. Et troisièmement, le résultat lui-même, c'est-à-dire cette facilité même. Nous méditons un peu alors comme le pianiste chevronné qui, à force de faire des gammes,
déplace ses doigts avec une aisance déconcertante sur le clavier, sans effort apparent. Essayons maintenant de voir ce que la méditation n'est pas. D'abord, elle n'est pas la méditation au sens intellectuel du mot. Pour toute une tradition tellement présente dans notre pays, et si bien illustrée par Descartes, pour cette tradition, la méditation est une activité de l'intelligence, de l'esprit, de nos facultés intellectuelles, et destinée à nous conduire à des certitudes fortes, à sortir du doute, pour fonder des convictions sur du solide. Eh bien, ici, il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas non plus la méditation au sens chrétien du mot. Quand un croyant médite, et médite en tant que croyant, il passe et repasse dans son cœur des scènes de la vie de Jésus, ses paroles, ses attitudes ou encore d'autres passages de l'Écriture. Il approfondit ainsi ses convictions de foi. Il entend aussi des appels à se convertir. Il s'interroge sur la façon de mieux suivre le Christ. Il fortifie sa volonté dans ce sens. Eh bien, il ne s'agit pas de cela non plus dans la méditation de pleine conscience. Bref, tout en s'appelant méditation, elle n'est ni une réflexion intellectuelle à la manière de Descartes, ni une prière. La méditation de pleine conscience n'est pas non plus le yoga. Pas besoin de prendre la position du lotus pour la pratiquer. Rien à voir non plus avec la méditation transcendantale. Vous n'aurez pas de mantra à réciter. Y a-t-il des ressemblances avec la méthode Vitose? Oui, il y a bien des points communs et aussi des différences. La méthode Vitose a été mise au point par un médecin suisse, un des tout premiers psychosomaticiens, convaincu donc qu'il fallait soigner, traiter l'homme comme une totalité, un tout unifié. La méthode Vitose invite aussi à réhabiliter son corps et l'instant présent. Mais elle part de la réceptivité du sensoriel, avec une grande attention à la présence de chacun, à ses actes. Tandis que la méditation de pleine conscience part surtout de la présence au souffle et insiste davantage sur le flux d'images, de pensées, d'émotions, d'impulsions qui passent dans notre esprit. Nous y reviendrons. Passons maintenant à l'origine de la méditation de pleine conscience. D'où vient-elle? Son développement rapide en Occident a commencé il y a une cinquantaine d'années environ. Mais avant d'arriver chez nous, la méditation est déjà pratiquée depuis des siècles dans plusieurs sagesses ou religions orientales, et notamment dans le bouddhisme. On ne peut pas le réduire à la seule méditation, mais il est vrai que celle-ci joue un rôle très important. On rapporte en effet que le Bouddha, donc le fondateur, atteignit l'éveil en méditant sous l'arbre de la Bodhi. Les différentes écoles du bouddhisme distinguent deux types ou deux étapes successives de méditation, de pratique méditative, ce qu'on appelle d'abord le shamatha, qui est une sorte de calme mental par lequel on apprend à focaliser son attention sur un seul objet, et le visappana, c'est-à-dire une vue profonde qui développerait la sagesse en faisant percevoir la vraie nature des choses. Et l'on rejoint ici une thèse typiquement bouddhiste, selon laquelle ce qui nous paraît distinction, différence, caractère spécifique des choses et des hommes n'est qu'une illusion. Bref, la méditation bouddhiste est intégrée dans un système moniste, une vision non duelle de la réalité. Je m'explique, où l'univers serait composé finalement d'une unique substance. Et cette unité fondamentale rendrait
la matière et l'esprit indissociables. Voilà donc pour le substrat bouddhiste et tout ce qu'il implique. Laissons les siècles passer, nous arrivons aux années 60-70 du XXe siècle. La méditation arrive en Occident par le biais de moines bouddhistes qui ont fui le Tibet après son invasion par l'armée chinoise. Certains ouvrent des écoles et pour percer, entreprennent de séculariser leur enseignement. Nous en arrivons à la deuxième étape, c'est l'invention, la création de la méditation de pleine conscience à proprement parler, de la mindfulness, comme disent les anglo-saxons. Le fondateur s'appelle Jon Kabat-Zinn. C'est un Américain, docteur en biologie moléculaire et qui pratique la méditation dans un cadre bouddhiste. Avec lui, nous passons au cadre thérapeutique, puisqu'il fonde en 1979 une clinique de réduction du stress. Une clinique assez révolutionnaire dans la mesure où Kabat-Zinn y adapte les pratiques méditatives du bouddhisme, les simplifie et les applique aux besoins médicaux. Il ôte à la méditation de pleine conscience son cadre de référence bouddhiste, même si lui-même s'y réfère à titre personnel. Par ailleurs, Kabat-Zinn cherche à faire valider scientifiquement ses résultats. Cette mise en œuvre thérapeutique de la méditation de pleine conscience ne cesse de se développer à partir de 1990. La méthode s'applique à divers types de maladies comme la dépression ou les douleurs chroniques. Elle bénéficie d'études scientifiques de plus en plus nombreuses. Et en 2019, on en compte déjà 1309. C'est énorme. Nouvelle étape, peu avant l'an 2000, avec l'extension de la méditation de pleine conscience hors du champ thérapeutique. Elle devient un art de vivre, voire une sagesse, avec un objectif existentiel, vivre l'instant présent, se décharger de la pression ambiante, prendre du recul, etc., etc. Le monde de l'école et de l'entreprise la découvre et l'adopte. L'extension de son champ s'accompagne d'une expansion géographique. En passant l'Atlantique, la méditation de pleine conscience se sécularise encore un peu plus. Le médecin psychiatre Christophe André achève en quelque sorte ce processus de découplage entre les techniques de pleine conscience et leurs origines et interprétations bouddhistes. Christophe André montre le caractère en soi intrinsèquement neutre de la méditation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, voilà où s'arrête notre deuxième vidéo. Rendez-vous à la suite.